Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur Bellamy. Merci à vous. Bon, avant de discuter sur les sujets pleinement politiques, je voudrais d'abord commencer par votre premier métier. Vous êtes professeur de philosophie et député européen. Comment ça se passe, la collaboration de ces deux différentes sphères? J'ai enseigné la philosophie pendant plus de 10 ans avant de devenir effectivement député. Et j'espère que nous venons chacun à ce mandat avec nos expériences et nos parcours. J'espère que la philosophie peut apporter aujourd'hui à la politique parce que nous avons profondément besoin de retrouver les mots pour nous poser les grandes questions de notre avenir. La politique perd son sens, elle perd sa signification profonde parce que nous passons notre temps à parler des moyens et nous ne parlons plus jamais des buts, de ce qui devrait constituer pour nous le bien que nous recherchons. Et en ce sens, la crise actuelle peut-être peut trouver un peu d'éclairage ou quelques réponses dans l'histoire de la philosophie qui a fait aussi, bien sûr, l'histoire de notre continent et de notre civilisation. Les valeurs sont principalement dans la philosophie quelque chose de très important, les valeurs, les principes. En étant dans la politique, en voyant qu'en Union européenne, par exemple, les choses ne déroulent pas toujours par rapport aux valeurs, mais il y a toujours des intérêts. Ce n'était pas une déception pour vous d'arrêter ou c'était une raison pour continuer de se battre et engager encore plus? Évidemment, quand je me suis engagé en politique, je n'étais pas naïf, bien sûr, et toute l'histoire de la philosophie, d'ailleurs, toute l'histoire de la politique sur notre continent, c'est l'histoire de ce décalage entre ce que la politique devrait être et ce qu'elle est finalement parfois trop souvent. C'est-à-dire, en effet, comme vous le disiez à l'instant, une forme de calcul, d'arrangement, de compromission avec des principes pourtant fondamentaux. Je n'aime pas beaucoup l'idée de valeurs parce que les valeurs fluctuent. Les valeurs comme des valeurs boursières ou des valeurs économiques, elles ne cessent de se modifier. Je crois beaucoup plus à la force des principes, c'est-à-dire de ce que nous n'avons jamais le droit de négocier et de ce que, par notre histoire, par notre devoir, nous devrions toujours défendre avec force. C'est ce que l'Europe ne sait pas faire, n'a pas su faire, y compris dans le passé le plus récent. Je pense par exemple à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Dans ces moments-là, l'Europe a été silencieuse. Aujourd'hui, elle se réveille parce que l'Ukraine est attaquée. Mais déjà, il y a quelques mois seulement, c'était ce principe fondamental de l'interdit de tuer par pur intérêt, du refus de la violence comme d'une modalité de résolution des conflits. C'est ce principe fondamental qui était attaqué et l'Europe est restée silencieuse. Et je crois que d'une certaine manière, nous le payons tous aujourd'hui parce que cela a constitué une forme de permis d'agir pour tous ceux qui voudraient montrer que la brutalité suffit à primer sur le droit. On reviendra sur la comparaison entre la guerre en Ukraine et le Karabakh aussi, mais parce qu'aujourd'hui, pleinement l'Europe et le monde entier parlent de l'Ukraine. Je voulais savoir comment vous évaluez les actions de l'Union européenne. Sont-elles vraiment efficaces? En tous les cas, l'Union européenne a fait dans les derniers jours ce qu'elle a pu, je crois, que nous avons vécu une réaction collective très forte. Et ces actions sont évidemment difficiles à mettre en œuvre. Elles vont avoir un impact majeur pour les Européens eux-mêmes. Mais j'espère qu'elles seront efficaces en ce sens qu'elles feront peut-être réagir la Russie qui doit sortir de l'impasse dans laquelle elle s'est mise elle-même aujourd'hui, de cette impasse dévastatrice dans laquelle elle a plongé le monde et l'Ukraine au premier rang. Il faut que nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est en notre mesure pour pouvoir obtenir cette évolution nécessaire le plus rapidement possible. Votre pays, la France, et notamment le président Macron, insiste depuis très longtemps que l'Europe doit avoir un système de défense complètement indépendant. Cette guerre en Ukraine renforce-t-elle la volonté française d'avoir finalement une Europe de la défense ou pas? Oui, à la condition qu'on définisse bien ce que serait une Europe de la défense. Moi, je ne crois pas une seule seconde à ce qu'Emmanuel Macron avait présenté au début de son mandat, l'idée d'une armée européenne, une armée unique en Europe, ou en tous les cas une armée commune. Nous le voyons bien, je le vois tous les jours ici au Parlement européen, à quel point les pays européens ont des regards très différents sur la question de la défense. Quand l'armée allemande est engagée dans une opération, il faut d'abord que le Parlement donne son aval, que
un mandat précis soit fixé aux forces qui vont intervenir. En France, au contraire, nous avons une armée qui est capable de se projeter très rapidement par la décision du président de la République. Et je pense que ceci fait partie, au fond, de ces différences que nous devons reconnaître, estimer, et qui font, au fond, la force de l'Union européenne, qui n'est pas une seule démocratie, mais une alliance entre des peuples démocratiques qui ont chacun leur propre manière de se déterminer. Et donc, je pense qu'il faut que nous soyons capables d'offrir à nos forces armées en Europe les moyens d'intervenir d'une manière plus autonome, ce qui suppose, par exemple, j'ai été rapporteur sur le Fonds européen de défense, d'avoir une industrie de défense qui soit plus indépendante. Et de ce point de vue, bien sûr, nous avons beaucoup de chemin à faire encore en Europe pour ne plus avoir à dépendre de qui que ce soit pour définir nos engagements. Mais nous n'irons pas demain, et je ne le souhaiterais pas d'ailleurs d'un point de vue démocratique, que nous allions vers une défense européenne intégrée. Ce serait, à mon sens, une illusion et une impasse. Parlons de dépendance. Ça fait très longtemps, notamment depuis l'octobre dernier, je me souviens qu'à chaque occasion, vous avez relevé la question de l'énergie, des crises qui nous attendent en disant il faut faire quelque chose, sinon une catastrophe nous attend. Et aujourd'hui, malheureusement, vos prédictions deviennent réalité, on peut dire comme ça. Comment voyez-vous la sortie de cette crise énergétique, la dépendance que l'Europe a, mais en même temps, il essaie de jouer sur cette carte, par exemple la Russie, l'importation de gaz et de carburant. À la fin, on voit qu'on sanctionne la Russie, mais aujourd'hui, c'est les Européens qui payent la facture parce que les prix augmentent ici. Comment vous voyez la sortie de cette crise ? Moi, je pense que ce que cette crise nous révèle, comme la crise du Covid avant elle, c'est que nous avons besoin de retrouver une stratégie pour produire. Et produire est devenu trop souvent, dans le débat européen, une forme de gros mot, quelque chose qu'on regarde de loin, parce que la vision de l'écologie qui nous est aujourd'hui proposée, c'est d'abord une vision de la décroissance, comme s'il fallait produire moins pour être plus vertueux. Mais quand nous produisons moins, eh bien nous importons et nous devenons dépendants de ceux qui nous vendent ce dont nous avons besoin. Et donc aujourd'hui, c'est l'énergie. Sur les questions d'énergie, il faut bien sûr relancer notre capacité de production. Ça suppose de faire avec tous les atouts que nous avons, et je pense en particulier à l'industrie nucléaire, qui est une chance pour la France, mais aussi pour l'Europe, face aux défis géopolitiques, aux défis climatiques de demain. Et je me bats pour que le nucléaire puisse être un levier justement de la production d'énergie en Europe. Mais c'est aussi pas seulement sur la question de l'énergie, c'est sur la question de l'industrie, c'est sur la question de l'agriculture. On voit bien aujourd'hui que nous allons vers une crise alimentaire de grande ampleur. Nous devons nous donner les moyens de produire plus, de produire mieux en Europe. Pour la première fois, la France, mon pays, est devenue déficitaire commercialement sur le plan alimentaire il y a 2 ans. C'est-à-dire que nous avons besoin d'importer plus d'alimentation que nous n'en exportons. Et c'est une faute absolue. C'est une faute parce que si nous ne sommes plus capables de nous nourrir, nous devenons dépendants et nous perdons notre souveraineté. C'est une faute parce que nous verrons les prix augmenter pour les consommateurs, les revenus baisser pour les agriculteurs, donc nous allons vers plus de pauvreté. Et puis c'est une faute aussi à l'égard du reste du monde. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont dépendants du blé qui leur vient d'Ukraine, du blé qui leur vient de Russie. Et s'ils perdent cet approvisionnement, nous devons pouvoir les aider. On voit que les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, l'Égypte, mais aussi d'ailleurs les pays du Caucase, se trouvent dans une situation de grande fragilité, de grande précarité sur le plan alimentaire. Et si l'Europe n'est plus capable de produire, alors elle ne sera pas capable d'aider ceux qui auront besoin de nous pour échapper à l'insécurité alimentaire majeure qui pourrait demain devenir récurrente dans le monde qui se dessine. Donc pour vous, ce n'est pas justement la défense, l'énergie, mais dans tous les aspects, il faut commencer à être... oui. Avec la guerre en Ukraine, revenons à ce sujet, nous avons bien constaté, M. Bellamy, que l'Union européenne peut agir avec tous ses outils, et notamment les sanctions qu'ils ont très fortes et qu'ils ont appliquées sans aucune hésitation. Mais beaucoup d'experts aujourd'hui parlent de la guerre en Ukraine en mentionnant la guerre en Haut-Karabakh, comme vous avez dit tout à l'heure aussi, en disant que c'était une guerre qui considérait l'Union européenne directement, parce qu'il y avait un membre de l'OTAN, notamment la Turquie, qui était directement intégré. Mais il y avait un silence, comme vous avez dit aussi. Que pensez-vous à ce sujet? Pourquoi la façon européenne de réagir aux crises humanitaires
n'est pas pareil? Pourquoi ça change par rapport à l'agresseur? Effectivement, l'Europe a été d'un silence scandaleux au moment de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie dans le Haut-Karabakh. Un silence absolument scandaleux que j'ai dénoncé à l'époque, que je n'ai cessé de dénoncer et qui continue aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons les plus hauts représentants de l'Union européenne qui rencontrent les autorités azéries et qui n'ont pas un mot, pour ceux qui, aujourd'hui même, au Karabakh, sont en train de souffrir du froid, n'ont plus la possibilité de se chauffer, n'ont plus d'eau chaude, parce que l'Azerbaïdjan refuse la réparation d'un gazoduc qu'il a lui-même endommagé. Et l'Europe n'est pas capable de parler pour ceux qui sont menacés de mourir de froid dans une saison qui est très rude à cause de cette manifeste intimidation lancée par l'Azerbaïdjan à l'endroit des populations qui vivent dans le Haut-Karabakh, des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Donc la lâcheté de l'Union européenne, au fond, est scandaleuse et elle est d'autant plus grave qu'elle constitue une forme de, comme je le disais tout à l'heure, de permis offert à tous ceux qui veulent se comporter avec la même brutalité. Au fond, c'est comme si l'Europe renonçait à défendre ses principes lorsque ses intérêts sont en jeu. Parce que c'est la vérité, la raison de ce silence, c'est que nous avons le sentiment que nos intérêts sont d'une certaine manière contrariés si nous osons être trop courageux face à la Turquie, face à l'Azerbaïdjan. Nous savons qu'il y a des sujets industriels, de dépendance énergétique aussi. Nous savons qu'il y a, bien sûr, n'ayons pas peur de le dire, dans beaucoup de pays européens, des minorités communautaires qui jouent un rôle très important pour tenter de réduire au silence les gouvernements européens. Et tout cela a fait la lâcheté européenne dans cette crise du Haut-Karabakh, dans cette guerre du Haut-Karabakh. Et ce que nous voyons, au fond, à travers cette situation, c'est l'urgente nécessité pour l'Union européenne de se réveiller et de comprendre que non seulement son devoir est de défendre ses principes, mais que c'est aussi son intérêt. Et que si nous ne sommes pas capables de venir au secours des Arméniens lorsqu'ils sont aussi brutalement attaqués, alors demain nous verrons la guerre aux portes de l'Europe et demain peut-être la guerre en Europe même, parce que nous n'aurons pas su dire non lorsqu'il le fallait à ceux qui voulaient imposer le règne de la violence. Oui, il y a beaucoup aussi qui disent que la Russie peut attaquer d'une cette manière brutale l'Ukraine parce qu'il y a un an et demi, l'attaque d'Azerbaïdjan reste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il ne faut pas évidemment se voiler la face. Les puissances de ce monde regardent avec beaucoup d'attention la manière dont le monde occidental réagit à des tentatives de défier l'ordre international dont nous avons hérité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'un des principes de cet ordre international, c'est qu'aucune nation ne peut résoudre ses désaccords par la guerre. Que la guerre ne doit plus être pour une grande nation un moyen de faire valoir ses intérêts. Et lorsque l'Azerbaïdjan a déclaré la guerre, lorsque l'Azerbaïdjan est entré illégalement en guerre contre l'Arménie dans le Haut-Karabakh, j'ai entendu beaucoup de parlementaires ici me dire « il faut comprendre cette décision parce qu'il y a un litige territorial sur le statut du Karabakh ». Ce à quoi j'ai toujours répondu qu'aucun désaccord ne doit être réglé par la violence. Jamais. Il y avait le groupe de Minsk, il y avait des négociations, il y avait un dialogue diplomatique qui devait évidemment se poursuivre. Et nous n'aurions jamais dû laisser faire la résolution d'un désaccord territorial par le moyen de la violence. La Russie regardait cela. Et pas seulement la Russie, la Chine a regardé cela. Il y a évidemment des désaccords territoriaux partout dans le monde. La Chine prétend que Taïwan lui appartient. Et si nous laissons l'Azerbaïdjan rentrer dans le Karabakh et résoudre ce différend par le moyen de la violence, demain, que dirons-nous lorsque la Chine ira envahir Taïwan? C'est la même situation, c'est le même principe. Nous devons rappeler toujours et nous devons nous donner les moyens de faire valoir concrètement ce principe fondamental. Lorsque l'Arménie a été attaquée, nous aurions dû le faire déjà. Cela sans doute aurait permis d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine. Et cela n'aurait été d'ailleurs que la simple expression de ce que nous devions
à l'Arménie et au peuple arménien dans la situation d'agression qu'il était en train de subir. La guerre en Ukraine et la façon comment l'Europe a réagi, c'est pas justement, entre guillemets, vexer les Arméniens, par exemple, du Karabakh, qui est abandonné face à une même brutalité qu'aujourd'hui les Ukrainiens. Mais aussi, quand on parle des réfugiés, il y a presque, on parle de 3 millions d'Ukrainiens qui sont aujourd'hui accueillis dans les différents pays européens. Et beaucoup des experts parlent en disant, mais pourquoi ce n'était pas le cas, par exemple, pour les réfugiés de Syrie? C'était aussi les enfants, c'était aussi les femmes, et ils étaient aussi attaqués. Comme par exemple la Turquie attaque la Syrie. Pourquoi la façon de réagir, c'était pas pareil? Alors, je vous demandais, jusqu'où dans ces politiques extérieures pour aller l'Union européenne avec cette hypocrisie? D'abord, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que la situation des réfugiés est radicalement différente. Les réfugiés qui viennent d'Ukraine sont exclusivement ou presque exclusivement des femmes avec des enfants qui fuient les combats et dont les familles sont divisées. Les hommes restent combattre. Lorsque nous avons vécu la vague de réfugiés qui accompagnait la guerre en Syrie et plus globalement les troubles au Moyen-Orient, nous avons vu arriver essentiellement des hommes jeunes. Ce sont des situations qui n'ont rien à voir. Et ces hommes, pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas venus de Syrie ou de territoires qui étaient immédiatement en guerre. Ils venaient d'un très grand nombre de pays notamment d'Afrique ou du Moyen-Orient, dans lesquels les conditions de développement sont évidemment bien plus faibles que la situation en Europe, mais qui venaient chercher surtout un avenir meilleur en Europe. Et de ce point de vue-là, nous avons le devoir de dire, en responsabilité, qu'il est impossible pour nous d'accueillir des flots de personnes qui quitteraient leur pays pour aller chercher un destin sur le continent européen. Cela n'est pas possible pour l'équilibre du continent européen, de nos sociétés, de nos pays. Et notre devoir est de le dire de manière franche et claire. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi dans la solidarité que nous devons une forme de nécessité de proximité. Cela, je crois beaucoup à cet impératif. Les Ukrainiens sont à la lisière de l'Europe. Et lorsque vous fuyez votre pays en guerre, quand les Ukrainiens quittent leur pays, ils arrivent mécaniquement en Pologne. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie. Ces pays sont limitrophes de l'Ukraine. Et donc c'est logique que nous ayons le devoir de les accueillir. Lorsque des pays dans le monde arabe, par exemple, sont en guerre, eh bien, il faut que cette solidarité s'exprime aussi dans la proximité. Pourquoi les pays arabes n'ont-ils accueilli aucun ou quasiment aucun réfugié pendant le conflit en Syrie, alors qu'ils étaient d'ailleurs beaucoup plus directement impliqués que les Européens dans cette situation? Donc vous voyez, je crois qu'il faut regarder cela de près. Le but n'étant pas d'ailleurs de priver ces pays de leurs forces vives, notre but n'est pas que les Ukrainiens soient condamnés à vivre dans nos pays pour des années, des décennies. Notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir rétablir la paix dans leur pays et de pouvoir leur donner l'occasion de reconstruire leur pays et de les soutenir dans cette tâche. C'est tout à fait différent de l'idée que nous allons accueillir de manière durable. Et je ne le souhaite pas, et je crois qu'ils ne le souhaitent pas non plus. Et c'est comme ça que nous devons envisager notre solidarité. Une autre comparaison qu'on voit souvent, c'est le patrimoine culturel qui est en train d'être détruit en Ukraine aussi, mais c'était le cas aussi pour le Karabakh. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à Strasbourg, pendant la plénière, un des sujets principaux est les résolutions adoptées, dans lesquelles vous étiez aussi activement engagé. C'était la résolution pour sauver le patrimoine culturel religieux arménien. C'était une résolution qui était quand même adoptée avec une grande majorité des parlementaires, de vos collègues. Il y a la nécessité de l'UNESCO de travailler sur le terrain, c'est ça votre appel principal que vous faites. Mais êtes-vous optimiste que cette résolution puisse changer quelque chose sur le terrain, bouger des choses de leur place pour finalement casser l'indifférence qui est installée aujourd'hui en Europe? J'étais très heureux de l'adoption de cette résolution. Depuis de longues semaines maintenant, nous alertons sur la situation du patrimoine culturel, du patrimoine religieux arménien dans le Haut-Karabakh, qui est menacé, mais d'une manière assez différente de la situation en Ukraine. En Ukraine, bien sûr, le patrimoine est détruit par la guerre, par les bombardements, mais dans le Haut-Karabakh, la guerre n'est plus actuellement en cours. Ce qui se joue, c'est un projet de destruction
délibérée de ce patrimoine culturel dans le but de nier la réalité de la présence arménienne, pourtant millénaire, sur ce territoire du Haut-Karabakh. Et cette volonté de destruction délibérée constitue un crime au sens du droit international. Dans le délire négationniste du président azéri, il y a l'idée qu'il faut voler au peuple arménien non seulement son droit de décider de son destin sur cette terre du Karabakh, mais aussi sa mémoire, son passé, la trace même de son existence. Et nous devons évidemment lutter contre cela. Et j'ai été très heureux de l'adoption de cette résolution. J'avais déposé déjà une question écrite sur cette question. Nous avons travaillé à cette résolution et elle a été adoptée avec seulement 2 votes contre dans un Parlement de 700 députés, ce qui est évidemment un camouflet gigantesque infligé à tous ceux qui, autour de l'Azerbaïdjan, nous expliquent qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Non, si le Parlement européen, dans son écrasante majorité, demande de manière urgente qu'une mission de l'UNESCO puisse accéder à ces territoires, parce qu'aujourd'hui l'UNESCO est volontaire pour y aller, c'est l'Azerbaïdjan qui refuse l'accès au Karabakh à cette mission indépendante, eh bien, au fond, je crois que cette résolution ne peut qu'obliger le gouvernement azéri à évoluer dans sa position, et j'espère que ce sera le cas le plus rapidement possible. Parlons un peu de la présidence de France auprès de l'Union européenne. Pendant dernièrement, quasiment dans tous vos entretiens, vous êtes en train de parler de présidence de France en disant que nous avons besoin d'une Europe qui renforce nos pays au lieu de les fragiliser. Quel est le point le plus fragile? Qu'est-ce qui fragilise l'Europe pour vous? Aujourd'hui, l'Union européenne, elle a tendance malheureusement à compliquer la vie des Européens au lieu de les aider dans le travail qu'ils ont à faire. On parlait tout à l'heure d'industrie, on parlait d'économie, on parlait d'agriculture. Ce que j'entends partout en France, c'est que les Français, les Européens ont le sentiment que l'Europe est là plutôt pour leur compliquer la vie que pour les soutenir et les renforcer. Et je prends par exemple la question environnementale. Eh bien, nous nous disons au fond que nous sommes devant un défi environnemental majeur, ce qui est vrai, et que nous avons besoin d'abord de nous fixer des règles de plus en plus compliquées, des règles de plus en plus exigeantes. Mais la vérité, c'est que nous avons surtout besoin, et c'est le plus important, de garantir que les autres puissances mondiales améliorent leur manière de produire, puissent décarboner leur énergie, puissent rendre plus vertueuse leur production. Et cela, c'est la mission de l'Europe, renforcer nos pays dans la mondialisation, plutôt que de créer autour d'eux une concurrence déloyale qui leur rendra plus difficile la préservation du modèle de société dont nous avons hérité. Aussi, une question qui préoccupe aujourd'hui l'Europe, on va dire, c'est ce qu'on attend, comment vont se dérouler les élections en France. Dans votre pays, bientôt il y a les élections, mais malheureusement, la guerre en Ukraine n'influence pas juste l'économie européenne, mais aussi les élections dans votre pays. À moins d'un mois de premier tour, France vit un drôle de campagne, on peut dire, parce que même les débats politiques annoncés, c'est quasiment écrasé, on va dire, par l'agenda de l'Ukraine. Cette situation semble-t-il favoriser la candidature du président Emmanuel Macron? Que pensez-vous à ce sujet-là? C'est vraiment la présidence auprès de l'Union européenne et la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est 2 facteurs importants qui favorisent la réélection de Macron ou non? Ce qui constitue un grand problème pour la France, c'est que, en effet, la situation actuelle, après la crise du Covid, la guerre en Ukraine, écrase les débats pourtant indispensables dont notre pays a besoin. Notre pays, la France, a un potentiel extraordinaire. C'est un pays dont la voix, je le constate tous les jours au Parlement européen, continue d'être écoutée avec une grande attention. C'est un pays qui peut encore, j'en suis sûr, continuer à rayonner et à contribuer à l'histoire du monde. Mais ce pays, aujourd'hui, est profondément malade. Il traverse une crise très, très grave sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie, sur le plan de son budget. Il traverse une crise très grave aussi du point de vue de l'intégration, du point de vue de l'unité même de notre société. Et au fond, le grand problème, le grand malheur de cette campagne présidentielle, c'est qu'alors qu'elle devrait nous permettre de parler de ces questions-là,
bien, nous avons le sentiment que tous les débats sont occultés par l'actualité immédiate. C'est compréhensible, bien sûr, je n'en accuse personne, mais je me contente de considérer avec préoccupation que cette élection présidentielle risque de se terminer sur des problèmes non résolus et même d'une certaine manière non posés, ce qui est évidemment un très grave problème pour l'avenir de notre pays. J'ai plein des autres questions pour vous, mais malheureusement, notre temps est très limité. Donc, une dernière question très vite pour agir. En France, cette année, les forces des partis politiques sont un peu changées, notamment la gauche, on le voit très affaibli, notamment les socialistes. Et aussi, c'était un débat sur les réseaux sociaux que vous, en étant républicain, vous avez parrainé Éric Zemmour d'extrême droite. Comment explique-t-on aujourd'hui ces changements politiques en France? Pourquoi la gauche est affaiblie et pourquoi vous avez parrainé une extrême droite en étant un républicain? Moi, je reste fidèle à ma famille politique. J'ai donné ce parrainage à Éric Zemmour parce qu'il était menacé de ne pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et je crois à la démocratie. Et je crois que la démocratie suppose que chacun puisse se sentir représenté dans un débat aussi important, que s'il n'avait pas pu être candidat, ça aurait été une crise très grave pour notre vie démocratique. Et il me semblait nécessaire qu'il puisse prendre sa place dans ce débat. Maintenant, vous avez raison de le dire, le paysage politique français est au fond en pleine incertitude et nous avons besoin de reconstruire une offre politique qui soit solide, qui soit sérieuse. Vous savez, dans la politique, il y a une partie de quotidien avec son caractère parfois anecdotique, avec de petites querelles et des divisions parfois superficielles. La vérité pourtant, c'est que la politique est une activité infiniment sérieuse et j'en ai pris conscience comme jamais en me rendant en Arménie après la guerre du Karabakh. Parce que la guerre du Karabakh est le signe de ce qui se produit quand les responsables politiques ne parviennent pas à garder la main sur le destin de nos pays. Lorsque un dictateur se lance dans une entreprise de guerre comme celle-ci, nous redécouvrons la gravité de l'histoire, le tragique de l'histoire. Et je venais en Arménie non seulement pour exprimer mon soutien au gouvernement arménien, au peuple arménien, mais aussi justement pour dire aux Européens, pour dire aux Français que ce qui se joue dans la politique, c'est d'abord la nécessité de faire face aux menaces qui sont toujours présentes, qui pèsent sur nos principes, mais qui pèsent aussi sur notre liberté, qui pèsent même sur notre sécurité. Et dans le cimetière de Yarablour, le cimetière militaire arménien, nous avons passé un long moment avec l'ambassadeur de France, avec les familles qui étaient là pour se recueillir sur la tombe de leurs proches. J'ai eu le sentiment que le peuple arménien tout entier nous rappelait à la gravité du devoir politique. Et si en France nous avons le devoir de reconstruire une offre politique crédible pour dessiner notre avenir, eh bien, c'est d'abord au regard de cet enjeu très sérieux, celui de la préservation de notre civilisation, de cette civilisation dont nous héritons ensemble, Arméniens et Européens. Merci beaucoup, M. Bellamy. Merci à vous. Merci.